Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Nous allons faire un nouveau cours sur les oolongs. Ce semestre, j'ai préparé un set d'échantillons sur ma boutique tea-masters.com et avec 6 oolongs différents plus un vieux oolong. Donc on a vraiment de quoi faire. Nous avons déjà vu dans les semaines précédentes le Jinchuan Oolong d'Alishan ainsi qu'un Qingxing Oolong d'Alishan. Nous avons fait la comparaison de ces deux thés la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais vous parler du Qingxing Oolong de Shaninshi. Le voilà. Aussi du printemps de cette année. Et comme nous avons déjà beaucoup parlé des cultivars et de la préparation du thé, aujourd'hui je vais axer ma classe sur le processus de fabrication de ces feuilles, notamment ces feuilles de oolong de haute montagne, comment est-ce qu'on les fabrique de nos jours. Et pour rendre cette classe plus intéressante, plus riche, mais là aujourd'hui j'ai pas le temps, elle deviendrait trop longue. Ce que je vous propose, c'est de comparer ce Qingxing Oolong de Shaninshi avec le Qingxing Oolong d'Alishan. Et comme ça, vous aurez un bon aperçu des différences qu'il peut y avoir entre deux thés de haute montagne qui sont absolument les mêmes en tout point, sauf dans leur terroir, puisqu'ils sont tous les deux récoltés à la main au printemps de cette année. C'est des Qingxing Oolong. Ils ont été faits à la manière de haute montagne, donc légère oxydation, pas de torréfaction. Là, c'est vraiment la seule différence, c'est le terroir. Alors, on va quand même dire quelques mots de ce terroir qui est différent. Le terroir de Shaninshi, en quoi est-il différent du terroir d'Alishan? D'abord, d'un point de vue géographique, au départ, on dirait qu'il n'y a pas de grande différence parce que on est au centre de Taïwan, on n'est pas très loin l'un de l'autre, à vol d'oiseau, peut-être une cinquantaine, soixantaine de kilomètres entre ces deux terroirs, peut-être même moins. Et ces montagnes font toutes les deux partie de cette longue rangée de montagnes qui est au centre de Taïwan, du nord jusqu'au sud pratiquement, qui coupe l'île en deux, avec une partie à l'ouest pour vous, là, où il y a le plus d'habitations et le plus d'industrie, alors qu'à l'est, c'est là qu'on est sur le côté versant du Pacifique, c'est le côté où il y a beaucoup de tremblements de terre et beaucoup de typhons qui s'abattent. Bon, aujourd'hui on a un typhon aussi qui vient nous rendre visite dans le nord de Taipei. Mais donc là on est au milieu, dans ces montagnes du centre de Taïwan, mais plutôt du côté ouest, là où il y a un peu plus de monde et où c'est un peu plus habitable et où c'est plus facile d'accès. Donc bien que ces deux montagnes soient très proches, Alishan est situé plus au sud que Shaninshi, et au niveau d'élévation, c'est presque la même chose. Je dirais qu'en moyenne, Shaninshi va être un petit peu plus haut que Alishan. C'est pour ça que les récoltes se font d'abord au printemps à Alishan avant de se faire à Shaninshi. Ça, c'est aussi un signe qu'on est plus haut au niveau d'élévation et aussi au niveau du nord-sud. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui est important? Dans le terroir, il n'y a pas que la géologie, donc qui est sensiblement la même. Au niveau de dans les deux cas, en fait, on a également un parc national au bout de la route
qui attire les touristes, mais celui de Alishan est bien plus célèbre, notamment grâce à son histoire plus riche durant la période coloniale avec les Japonais qui ont développé cette région pour pouvoir exploiter notamment les grands arbres qui poussent dans cette forêt. Shaninshi, cette région est quand même beaucoup plus petite en taille. Le parc national est également très bien, très joli, notamment très agréable à découvrir en été quand il fait chaud en plaine, en hauteur, là à 1600-1700 mètres. On est toujours dans des températures tout à fait agréables, même et surtout en été. Mais il y a moins de choses à voir qu'à Alishan. Et donc c'est beaucoup plus ramassé. À Alishan, on a vraiment une région qui s'étend sur une grande superficie, alors qu'à Shaninshi, c'est beaucoup plus ramassé. Et l'autre différence, c'est que Shaninshi est connecté est très proche du village de Lugu. Lugu, c'est en fait le village où a lieu cette compétition de thé de Dongding, qui prend son nom d'une colline avoisinante qui fait moins de 1000 mètres. C'est pour ça que, bien que on puisse dire Dongding Shan, mais on va pas appeler ça vraiment une montagne parce qu'on est en dessous de 2000 mètres, elle est environ à 700 mètres de hauteur, et donc il trouvait probablement que Dongding, le pic de glace, un pic d'hiver, ça s'en est mieux que Lugu, et donc c'est pour ça que cette compétition s'appelle la compétition de Dongding plutôt que la compétition de Lugu. Mais c'est surtout donc à Lugu qu'on a tous ces fermiers qui sont très spécialisés dans la torréfaction, et donc également dans la production du oolong qui vient avant. Donc qui sait faire le plus, sait faire le moins, donc pour eux c'est encore moins un problème de faire du thé de haute montagne. Il suffit de faire comme d'habitude avec une oxydation un peu plus légère et sans torréfaction. Et pour eux c'est beaucoup plus simple d'avoir accès aux plantations de Shaninshi qu'aux plantations d'Alishan, parce qu'ils sont connectés à la route qui mène à Shaninshi. En l'espace de 40 minutes, on est de Lugu dans une plantation de Shaninshi, alors qu'il faudrait 2-3 heures pour aller jusqu'à Alishan. Donc dès que les plantations de Alishan ont été créées et que le thé a commencé, nous avons vu ça la semaine dernière en 1980-82, très rapidement les fermiers de Shaninshi ont vu que ça marchait, et donc ont également planté des plantations de thé dans les montagnes de Shaninshi parce qu'ils voulaient faire comme à Alishan du thé de haute montagne qui devenait de plus en plus populaire. Nous allons donc maintenant je vais vous expliquer comment on prépare le thé, comment les fermiers font ce thé en haute montagne, quelles sont un petit peu ses particularités, et en même temps je vais le préparer. Pour la préparation, on a déjà vu ça plusieurs fois, donc là c'est classique, on fait un bon préchauffage du gaiwan, et après on fait tourner les feuilles dans le gaiwan, toujours avec de l'eau bien bouillante pour bien ouvrir les feuilles qui ont cette particularité à Taïwan d'être roulées en boule. Et je vais vous expliquer comment on le fait. Donc, parlons maintenant de ce processus de fabrication du oolong, qui est un des processus les plus complexes dans le monde du thé. On commence avec une récolte à la main. Cette récolte à la main, elle a lieu au printemps pour ce thé. Elle ne se fait pas à la machine parce que ça serait dommage pour des feuilles d'une telle qualité, et également pour préserver cette qualité, quand c'est récolté à la main, il y a le moins de brisures, et comme ça la feuille qui n'est pas cassée par des ciseaux en machine, elle est
elle préserve mieux ses sucs et elle ne va pas devenir astringente. Donc une fois que les thés sont récoltés à la main, donc chaque cueilleuse les met dans son sac. Les sacs sont pesés et ils arrivent au bout d'un certain temps. Donc là, le thé, il passe peut-être 1 heure dans le sac de la cueilleuse. Ensuite, il est aggloméré dans des grands sacs, mis sur des camions qui vont amener ce thé à la manufacture. Hein. Souvent, c'est le lieu d'habitation du fermier. Et la première chose qu'on fait, comme le thé vient de passer un certain temps maintenant enfermé dans des sacs, on va d'abord l'aérer et on va l'étaler à l'extérieur. Un instant, ça c'est mon nom est bonne. Donc il y a une première étape de flétrissage qui se passe à l'extérieur quand il fait beau. Et là, on met un petit paravent pour qu'il n'y ait pas trop de soleil, pour que la chaleur ne soit pas trop forte. Hein, l'idée, c'est toujours d'avoir beaucoup de douceur dans ce processus, parce que plus on est doux avec la feuille, plus les goûts et les arômes seront doux. Et donc, on ne veut pas non plus flétrir trop rapidement les feuilles. Il ne faut pas qu'elles se dessèchent trop rapidement. Donc, pour cela, on met parfois... ils ont un peu des espèces de stores qui laissent un peu passer la lumière, mais pas trop, donc toujours dans la finesse. Et s'il y a un petit peu de pluie, ils ont très souvent également un autre store en plastique qui va complètement arrêter l'eau. Et s'ils n'ont pas ça, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils font cette étape de filtrissage souvent sous le toit de leur maison, ou bien dans un entrepôt qui a un toit, pour éviter qu'il ne pleuve sur ces feuilles. Parce que parfois il peut faire beau le matin et commencer à pleuvoir l'après-midi. Donc le matin la cueillette a lieu et hop, l'après-midi s'il commence à pleuvoir, pour ne pas perdre en qualité, il s'agit de bien protéger ces feuilles de l'humidité, puisque la transformation du thé, c'est justement de sécher ces feuilles, d'enlever l'humidité qui est à l'intérieur. Donc ça serait dommage, ça prendrait plus de temps si ces feuilles se réhumidifiaient avec de la pluie. Donc cette opération de flétrissage, elle se fait en étalant donc bien les feuilles par terre, souvent sur une bâche en plastique ou bien en bambou. De moins en moins quand même. Maintenant c'est le plastique qui est moins cher. Parfois ça peut être aussi du tissu. Et donc on étale de manière à ce qu'il n'y ait pas des gros tas de thé, de feuilles de thé. Il faut que ça soit bien harmonieusement étalé sur une plus grande surface possible. Et toutes les 5-6 minutes, on va remettre les feuilles ensemble et les réétaler pour que parce que forcément pour changer un petit peu le côté de la feuille qui est en contact avec l'air, hein, que ce ne soit pas toujours les mêmes feuilles qui soient en contact et puis un seul côté qui soit en contact et l'autre côté en dessous qui ne soit pas en contact avec l'air. Donc il s'agit un petit peu comme quand on fait la cuisine, hein, de touiller donc, et de bien mélanger tout cela. Ensuite, donc on fait ça plusieurs fois, donc c'est assez intensif au niveau du travail manuel que ça demande de la force pour rassembler toutes ces kilos de feuilles. Là, en plus, les feuilles, elles sont au plus lourd vu qu'elles sont encore pleines d'eau. Et au bout de 20 à 30 minutes, le maître de thé donc, qui supervise cette opération va dire ok, là je pense que les feuilles ont perdu assez de leur humidité, on peut passer à la phase à l'intérieur, à une autre étape dans la fabrication. Si elles étaient déjà à l'intérieur, donc ça va maintenant être un peu différent au niveau du séchage. Alors là, on a maintenant deux innovations à l'intérieur de la fabrique.
traditionnellement, on mettait les feuilles sur des grands plateaux en bambou. Et vous avez peut-être déjà vu des vidéos. On prend ces grands plateaux et on fait bouger les feuilles, toujours dans cette idée de bien les retourner, que ce ne soit pas toujours les mêmes feuilles qui soient en haut, au contact de l'air. Et également en tournant, en n'arrêtant pas de les... Enfin, en n'arrêtant pas, en faisant cette opération assez souvent, toutes les 5-10 minutes, on va... donc les feuilles, elles se touchent les unes les autres, et notamment au niveau de la bordure de la feuille, elles vont un petit peu s'entrechoquer et se froisser, et c'est là que l'oxydation va avoir lieu, parce que donc ça fait des petites fêlures microscopiques tout autour de la feuille, et donc ça va permettre à ces fêlures-là d'avoir un contact entre le suc de la feuille et l'air. Et donc là, l'oxydation va avoir lieu, mais de nouveau, très très doux. Hein. Pour un thé rouge, on va prendre les feuilles, il y a carrément des machines qui les malaxent, hein, qui les pressent vraiment les unes contre les autres. Là, c'est vraiment intense, et on voit les sucs qui sortent et qui vont ensuite oxyder. Pour le houblon, notamment en haute montagne, on veut une oxydation très légère, donc il suffit que les feuilles s'entrechoquent entre elles, se touchent un tout petit peu pour avoir une oxydation légère. Donc pareil, cette opération on peut la faire de nombreuses fois. Il y a même une machine qui permet qui ressemble un petit peu, comment dire, comme un sèche-linge. Hein. Les feuilles vont tourner à l'intérieur, hein, ça s'appelle Langqing, ça permet également de les aérer, et en se tournant, elles vont donc s'entrechoquer, et ces entrechoquements vont permettre plus d'oxydation. Au bout d'un moment, donc là c'est ma méthode traditionnelle, il y a une autre méthode. Au lieu de prendre des grands plateaux en bambou, maintenant on prend carrément des plateaux qui sont mécaniques, qui sont 3, 4, 5 mètres de côté, et qu'on va pouvoir faire sortir de manière mécanique. On met les feuilles dessus et on les touche un petit peu, enfin on les fait un peu sauter par en bas pour les faire s'entrechoquer. Et ensuite on laisse reposer les feuilles pour que l'oxydation se fasse très très lentement. Là il y a de nouveau aussi deux changements. Alors traditionnellement il n'y avait pas d'air conditionné dans ces fabriques, mais maintenant dans de nombreuses il y a de l'air conditionné, ce qui permet d'avoir des opérations de manière un peu plus standardisée, parce que à température constante, on sait qu'il va falloir environ tant de temps pour que les feuilles soient bien oxydées. Autrefois, sans air conditionné, la température et notamment aussi l'humidité pouvaient beaucoup varier dans la fabrique, et donc le maître de thé qui fait la fabrication des feuilles, il n'arrête pas de sentir les feuilles pour voir quand est-ce que les feuilles sont prêtes à passer à l'étape suivante. Et donc on a un peu moins besoin de se mettre quand on a des conditions qui sont toujours les mêmes, parce que les feuilles étant aussi à peu près toujours les mêmes, quoique c'est là que se fait la différence de qualité, on peut utiliser des procédures, ok, tant de temps avant de faire ceci, cela, et tout le monde peut sentir à peu près quand c'est prêt. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand le maître a décidé, tiens là, l'oxydation est bonne, on va arrêter l'oxydation. Comment est-ce qu'on arrête l'oxydation? Dans un four long, rond et qui tourne. On utilise du gaz pour le chauffer. Son entrée peut être basculée, donc on met les feuilles qui sont maintenant prêtes
qui ont bien été oxydés après une dizaine d'heures là-dedans. C'est chauffé à 160 à 180 degrés, voire un petit peu plus parfois, 190 degrés Celsius, pendant 8 à 10 minutes. Et là, c'est toute une affaire de feeling. Hein, c'est lui qui fait cette opération pour arrêter l'oxydation, qui chauffe les feuilles dans ces fours-là. C'est lui qui juge quand c'est le moment d'arrêter. Et c'est un four qui tourne afin que les feuilles ne restent pas en contact très longtemps avec le fer et ne se brûlent pas. Hein, mais l'intérieur, c'est vraiment très très chaud et ça réplique un petit peu cette opération qu'on voit sur les wok, hein, pour le thé vert notamment, hein, où on chauffe également les feuilles de manière très rapide. Mais là, ça se fait dans un grand four avec une chaleur tournante et l'intérieur, les feuilles également, elles tournent. Ensuite, quand les feuilles sont bien chauffées après 8 à 10 minutes, on fait tomber les feuilles sur un tissu et on referme ce tissu. Et ce tissu, autrefois, on allait le mettre sur une machine qui tournait le tissu et on essaie de comprimer ce tissu de plus en plus fort. Et à l'intérieur, les feuilles, par ce mouvement de rotation, les feuilles devenaient de plus en plus en forme ronde. Maintenant, on a trouvé une autre manière de le faire. On comprime les feuilles dans une machine donc les feuilles tombent sur ce tissu. On les place dans cette machine qui va comprimer en un cube ces feuilles. Et c'est maintenant grâce à cette compression qu'on obtient la forme qui est un petit peu moins ronde du coup, qui est parfois un petit peu plus longue. Là on le voit par exemple avec cette feuille. Là on peut voir que ce n'est plus vraiment roulé, mais c'est comprimé. C'est pour ça qu'elle a une forme un petit peu plus en longueur que vraiment ronde. Mais quand c'est des feuilles plus petites, là ça va encore rester bien rond. On répète cette opération plusieurs fois, on n'arrive pas à les comprimer d'une seule fois. Hein. Il faut les comprimer, décortiquer, les recomprimer en plusieurs fois. Et ensuite, on les passe dans une machine qui va à la fois filtrer un petit peu les particules les plus petites, les poussières, et qui va sécher les feuilles. Parfois on le fait passer 1 ou 2 fois, parfois 3 fois dans cette machine qui sèche. Et là, on a obtenu notre matcha, le thé oolong non torréfié. Alors qu'on peut encore continuer à torréfier ou à sécher dans une machine à torréfaction, mais très souvent, on n'a plus besoin de le faire à ce niveau-là. C'est déjà un thé buvable. Mais ensuite, parfois c'est même plus torréfié par le producteur, mais c'est torréfié par le marchand. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc on a 2 changements au niveau du séchage à l'intérieur dans la fabrique. On est passé de ces grands plateaux en bambou à des immenses plateaux rectangulaire, et cette machine qui permet de compresser les feuilles, elle est beaucoup plus efficace que les anciennes machines qui tournaient les feuilles, et grâce à ces 2 innovations, c'est plus simple de faire le oolong de haute montagne, et également ça demande moins de personnes, moins d'employés, et heureusement qu'on a ces innovations parce qu'on manque déjà cruellement de main d'œuvre en haute montagne, et grâce à cela, on a quand même encore un produit qui est supervisé à de nombreuses étapes de la fabrication par un maître, et qui est également récolté à la main. Donc il y a un petit peu plus de mécanisation et un peu plus de standardisation, mais il y a encore beaucoup de fermiers qui continuent à utiliser
Donc cette méthode traditionnelle avec les grands plateaux en bambou. Et donc ça c'est une technique qui ne va pas partir tout de suite parce qu'elle a encore quand même certains avantages, notamment quand on veut faire des thés un peu plus oxydés et pas simplement des thés de haute montagne très légers au printemps et en hiver, mais quand on est notamment en automne ou bien en été, qu'on veut faire des thés genre concubine, là ça aide d'avoir encore cette technique avec les plateaux et d'avoir ce savoir-faire pour faire également des thés qui soient plus oxydés. Mais donc pour les thés de haute montagne, voilà la procédure. Elle est un petit peu longue à expliquer et un petit peu longue à faire. Vous avez vu que parfois on récolte les thés aux alentours de midi. L'après-midi, ils sont séchés et parfois c'est simplement au bout de la nuit, très tôt le matin, qu'on va seulement chauffer les feuilles et c'est seulement donc au bout de 12 à 15 heures seulement que le thé est prêt. Donc ça prend pas mal de temps, c'est aussi pour ça que ces thés sont si précieux. Et si vous comparez maintenant ce thé avec celui d'Alishan, vous pourrez voir notamment un profil aromatique un peu plus différent. Je le trouve plus floral. Il a également des odeurs un petit peu de pois verts, mais pas des pois verts comme les petits pois qu'on mange dans la cuisine française, mais plutôt des pois verts comme on trouve dans les desserts à Taïwan. Donc pour moi j'y apporte, ce sont donc c'est un légume ou bien une céréale au départ, mais on en fait des desserts à Taïwan, hein, dans les muaji notamment, dans ce riz gluant. Et donc je trouve que ce thé de Shanlinchi a ces notes un petit peu de pois vert, mais dans le sens sucré, asiatique des pois verts. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce thé de Shanlinchi. On a vu sa géographie, on a vu également comment on le fabrique, un petit peu son histoire et son lien avec la région de Lugu. Et dans 2 semaines, nous allons faire justement un cours sur les thés torréfiés à Lugu, mais donc qui viennent très souvent de Shanlinchi. J'espère que cela vous intéressera. Donc branchez-vous dans 2 semaines. La semaine prochaine, nous aurons une interview, j'espère, avec un de mes lecteurs et un autre amateur de thé. Cette fois-ci, ça va être en anglais, si tout se passe bien. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup. Mettez-moi un petit pouce bleu et bye bye.